pro-entreprise et notamment l'impact de l'IA sur le quotidien des collaborateurs. Pour parler de ce sujet, j'ai avec moi Sandrine Osset. Bonjour. Directrice marketing et conformité de SADA Assurance, et Benoît Pastorelli, qui est le CEO de Continuity. Bonjour. Donc on va aborder le sujet sous la forme d'un retour d'expérience entre vos deux structures. Donc je vous laisse vous présenter, Sandrine, Benoît. Bonjour, donc je suis Sandrine Osset, je travaille chez SADA Assurance. Je suis ravie de participer à cette conférence aujourd'hui qui permet de parler de SADA. En cette heure matinale, je suis bien curieuse de savoir dans la salle combien de personnes connaissent SADA Assurance. Est-ce que vous pouvez faire un signe? Bravo, merci. Ok, Continuity, ok, merci. Donc c'est quand même relativement éparse. Donc je vous propose de vous parler de ma structure. SADA Assurance est une compagnie d'assurance française puisque notre siège social est dans le Gard, à Nîmes. Le soleil d'ailleurs, voilà, il y a des rapprochements aujourd'hui. On est également une société européenne puisque notre actionnaire est allemand, c'est le groupe DEVK. Notre mission, c'est d'être la référence des solutions d'assurance pour les professionnels de l'immobilier. On ne travaille que par un réseau de courtiers, puisqu'on part du principe que ce sont les courtiers qui ont la connaissance locale du terrain pour distribuer nos produits. Donc, vous l'aurez compris, nos assurés finaux sont d'une part des administrateurs de biens, d'autre part des syndics, donc uniquement des professionnels, et sur des produits de garantie de loyer impayé pour environ 20% de notre chiffre d'affaires, 70% de notre chiffre d'affaires étant représenté par la multirisque immeuble. Alors la multirisque immeuble, c'est pas du tout un gros mot, c'est exactement la même chose que pour l'habitation, mais à l'échelle d'une copropriété. C'est-à-dire on assure les dégâts des eaux, les tempêtes, les incendies, mais aussi évidemment, on en reparlera je pense, les catastrophes naturelles, les sécheresses, inondations, et on garantit même parfois des effondrements. Quelques chiffres, notre chiffre d'affaires pour 2022 est de 206 millions d'euros. Et puisqu'on va parler principalement de nos collaborateurs, on est une équipe de 160 personnes. Oui, ça existe. Une PME de l'assurance avec 160 personnes. Et nos avantages concurrentiels sont d'une part l'excellence opérationnelle, service client, on va beaucoup en parler tout à l'heure, et d'autre part notre grande fierté sur notre expertise immeuble. Voilà pour un premier portrait de SADA. Benoît, peut-être pour Continuity. Moi, je ne vais pas oser, comme Sandrine, demander à ceux qui connaissent Continuity de lever la main. Donc, nous, Continuity, on est un partenaire technologique pour les assureurs. On est une société qui a été créée en 2019. Aujourd'hui, on a une trentaine de personnes. On a la particularité d'être 100% spécialisé sur les marchés du dommage pro, entreprise et immeuble. Et ce qu'on vient faire, notre expertise, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, l'open data, pour accompagner nos partenaires, à la fois pour souscrire, mieux qualifier les affaires à la souscription et pouvoir le faire plus vite, et également mieux suivre les risques dans le temps. Aujourd'hui, pareil, pour vous donner quelques chiffres, on travaille avec une dizaine de partenaires. On équipe aujourd'hui, je pense, à peu près 300 souscripteurs et on assure un suivi de portefeuille sur l'équivalent d'1,5 milliard de primes. Voilà pour une courte présentation. Merci beaucoup pour ces présentations. Pour commencer, je vous propose qu'on revienne un petit peu sur la jeunesse de votre collaboration. Comment vous vous êtes rapprochés, quels étaient vos besoins, Sandrine? Voilà, quel était le contexte qui vous a poussé à travailler ensemble? Alors le contexte, pour replacer déjà le décor, donc comme je vous le disais, SADA Assurance, on est spécialiste de l'immobilier, et quand on est spécialiste de l'immobilier et notamment des copropriétés, on a la mission d'avoir un pilotage de la qualité de notre portefeuille en temps réel pour plusieurs raisons. La première raison, c'est évidemment de veiller à nos résultats. On est assureur. Mais aussi, deuxième raison, pouvoir accompagner nos assurés sur le temps et ne pas pratiquer de politique de ce que les assureurs appellent de presse-bouton, c'est-à-dire je garde le risque tant qu'il est bon et dès qu'il est mauvais, je résilie. Ce n'est pas du tout notre politique. Nous, on est dans une politique d'accompagnement du client. Et l'état des lieux très concret, c'est que sur 47 000 contrats en portefeuille, nous en visitons physiquement plus de 59%, c'est-à-dire on va dans les copropriétés, on regarde à quoi elles ressemblent, leur niveau d'entretien, et on a un rythme d'environ 9 000 visites de risque par an. Donc ça, c'est la grande image. Pour focuser, d'un point de vue plus conjoncturel, je pense qu'on a tous à l'esprit la prise de conscience très violente qui a eu lieu lorsqu'un immeuble s'est effondré à Marseille, rue d'Aubagne, en se disant tout d'un coup, mais il existe quand même des immeubles avec un état d'entretien pour le moins douteux qu'on ne connaît pas forcément.
D'ailleurs, ce type d'événement s'est répété à Lille, des effondrements de balcons, enfin, on a connu des choses assez variées et inquiétantes. Et puis d'un point de vue conjoncture aussi, on en a beaucoup parlé hier, tout le sujet de l'évolution, ou plutôt de la dégradation climatique et de ses impacts sur les sinistres. Alors des impacts qui sont vraiment multifacettes, puisqu'on l'a vu, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà dit et que vous connaissez tous, mais les sujets environnementaux, ça peut être d'une part de la sécheresse, d'autre part de l'inondation, mais aussi des tempêtes et des incendies. Donc une fois que j'ai dit tout ça sur le structurel et le conjoncturel, nous, nos souscripteurs se sont posé la question de savoir comment, avec une adresse, avoir un état de vulnérabilité exhaustif des risques. Quand j'assure une copropriété, ici à Niort, comment est-ce que je peux savoir quel est son degré d'exposition à la sécheresse, à l'inondation? Comment est-ce que je peux savoir comment elle est entretenue et comment est-ce que je peux prendre le risque et accompagner mon client? Alors on a commencé à faire les choses un peu artisanalement, comme souvent dans les PME, c'est-à-dire qu'en fait nos souscripteurs allaient chercher sur tout un tas de sites web, diverses et variées, des informations. Est-ce que c'est exposé à la sécheresse? Est-ce qu'il y a déjà eu des inondations? Est-ce que la copro est en impayé? Donc tout ça, c'était fait avec beaucoup d'expertise et de très bonne volonté, sauf que, vous l'aurez noté, je suis aussi directrice de la conformité, ça n'était ni traçable, ni auditable, et puis d'un point de vue productivité, c'était juste une catastrophe. Donc c'est avec ces éléments-là que nous sommes venus émettre un besoin auprès de Benoît, et ce besoin, il était double. Premier besoin, vous l'avez tous compris, la question de la vulnérabilité à l'adresse. Mais deuxième besoin aussi, c'était de nous dire, ok, on va savoir ça pour tous nos nouveaux risques, mais quid de ce qu'on a déjà en portefeuille? Quid de tout le scan de ce portefeuille existant? Est-ce qu'à l'intérieur, on n'a pas des rues d'Aubagne? Est-ce qu'à l'intérieur, on n'a pas des choses particulièrement exposées? Donc deux besoins particuliers, l'adresse et son vulnérabilité. Et ce que nous avons appelé le scan du portefeuille existant pour avoir les moutons à 5 pattes qui remontent de façon plus claire. C'est vrai que sur les raisons du rapprochement, nous, par définition, on n'existe pas sans nos partenaires assureurs. Et la technologie qu'on construit, elle est vraiment dédiée à ces métiers. Alors, il y a une partie, ce que j'appelle un peu la partie immergée de l'iceberg, c'est le défi qu'on s'est lancé de construire la base de France des immeubles et entreprises la plus exhaustive possible sur les critères de risque qui intéressent les assureurs. Et c'est ce qui va nous permettre, comme tu l'exprimais Sandrine, de, à la fois sur la partie portefeuille, trouver un peu l'aiguille dans la botte de foin, c'est-à-dire dans un portefeuille de plusieurs dizaines de milliers d'adresses, comment j'arrive à détecter les 12 qui sont en arrêté de péril, les 8 qui ont potentiellement un risque incendie, une activité à fort risque incendie au rez-de-chaussée, un autre qui peut avoir un facteur d'aggravation type monument historique, panneau photovoltaïque. Et donc tout ça, c'est en fait, nous, c'est des équipes tech qui travaillent sur ce sujet. Après, on s'en est rendu compte, tout ça, il faut pouvoir le mettre dans les mains des collaborateurs, sinon on n'a pas d'impact. Et je pense que tu l'exprimais très bien, c'est aujourd'hui, les collaborateurs, ils se retrouvent dans une situation de très très forte tension. On leur demande d'un côté, et notamment d'un point de vue conformité et maîtrise des risques, de connaître de mieux en mieux leurs risques, donc de passer de plus en plus de temps sur l'analyse d'un immeuble, de récupérer de plus en plus d'informations. Et en même temps, les distributeurs, qu'ils soient courtiers, commerciaux, agents, eux veulent de plus en plus de réactivité. Donc le collaborateur, il se retrouve avec cette injonction contradictoire de comment j'analyse encore mieux mon risque en devant y passer moins de temps. Et Continuity, c'est un peu notre raison d'être. C'est comment on apporte de la technologie pour en fait simplifier, accélérer ou simplifier le travail des collaborateurs sans dénaturer leur métier et leur expertise. Merci. Une fois que vous avez cadré ces besoins et que vous avez choisi de travailler ensemble, quels ont été les délais de mise en place? Et aujourd'hui, comment s'articule en fait votre collaboration? Qu'est-ce que vous faites concrètement ensemble? Alors sur le fonctionnement concret, je vais laisser Benoît intervenir parce que là, concrètement, il ne pourra pas faire mieux. Moi, j'ajoute une petite note d'ambiance sur la partie délai de mise en place. Parce que s'agissant d'une compagnie d'assurance, j'estime que le délai de mise en place a été très rapide. Je confirme. Voilà. Puisqu'on parlait hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on disait quand une start-up veut collaborer avec un institutionnel, il faut passer par la direction juridique, c'est très long, c'est très pénible, etc. Bon, bref, alors je ne sais pas si ça a été pénible, mais ça a été court, puisque sur une période de 6 mois, de la première prise de contact jusqu'à la mise en place définitive, on a pu dérouler tout le process, intégrant 3 mois de tests par les collaborateurs. Donc, autant vous dire que je trouve que tout ça, ça a été aussi permis grâce à une expression des besoins clairs. C'est ce qu'on vient de reformuler devant vous.
mais aussi évidemment un accompagnement super personnalisé, on y viendra tout à l'heure, de la part de Continuity, parce que pour travailler avec de multiples startups, en l'occurrence, ce délai de 6 mois n'est pas toujours respecté. Ça a été effectivement très vite. Je pense que ça a marché. Bon, déjà, parce qu'on fait, nous, dès l'origine de la boîte, on a fait un gros investissement sur des sujets conformité, protection des données, et on l'a toujours vu dès le départ comme un avantage compétitif qu'on devait se construire. D'ailleurs, c'est, je pense, le DSI de SADA nous a félicité du plan du PSSI et du plan de protection des données, donc ça a permis d'aller plus vite. Et ensuite, je pense qu'on aime bien, nous, c'est que le produit parle de lui-même. Donc le fait de pouvoir offrir une phase de test où finalement ce sont les collaborateurs qui utilisent l'outil et qui vont pouvoir décider si ça les aide ou pas dans leur quotidien avant de poursuivre le contrat. Je pense qu'il fait aussi la différence et ce qui permet de créer cette confiance mutuelle. Après, sur l'utilisation, ce que fait l'outil en pratique. Donc il y a un premier cas d'usage qui permet, alors si je simplifie, c'est pour un souscripteur qui doit analyser un immeuble. Aujourd'hui, il va aller chercher en fait plusieurs dizaines de points de risque dans une quinzaine d'interfaces. Ça va lui prendre entre 20 et 30 minutes. Aujourd'hui, avec l'application Continuity qu'on leur a mis dans les mains, ils vont faire tout ce travail dans l'application en 4 minutes. Donc il y a déjà un gain de temps sur, honnêtement, pas la tâche la plus intéressante de leur métier. Donc ça permet aussi de libérer du temps pour être en communication, en posture de conseil vis-à-vis des intermédiaires. Et ça leur permet aussi d'apporter également de conseils de prévention. Donc ça, c'est le premier point. On a été très bien reçus, toujours challengé, mais on y reviendra. Et sur la partie scan de portefeuille, c'est pareil, c'est assez simple. On fonctionne sans intégration IT. Je pense que ça a été aussi une des clés. C'est est-ce qu'on est capable de prouver que les cas d'usage livrent de la valeur sans faire d'intégration. Et donc là, le produit fonctionne. On vient récupérer une extraction de toutes vos adresses, les adresses immeubles assurées sur un format Excel qu'on vient charger dans notre outil, qui va du coup normaliser les adresses, les géocoder, faire l'enrichissement et tous les dossiers alertés, donc tous les immeubles qui présentent une spécificité paramétrée par rapport à la politique de souscription de l'assureur vont être accessibles dans une interface par les souscripteurs. Donc voilà, donc tout ça est très opérationnel et vraiment dans le quotidien des collaborateurs, à la fois pour leur faire gagner du temps sur l'analyse d'une nouvelle affaire et pour mieux travailler le suivi de portefeuille. Merci Benoît. Sur des projets de collaboration comme ça entre start-up et assureurs, on sait qu'il y a toujours des obstacles, des difficultés à surmonter. Est-ce que vous en avez rencontré certaines dans la mise en place de cette collaboration ? Alors, on en a rencontré certaines. Je pense qu'on peut faire un distinguo et que c'est particulièrement intéressant dans le cadre de ce salon parce que ça parle aussi finalement de toutes les collaborations start-up institutionnelles. D'un point de vue, on va dire, tactique ou stratégique, je pense qu'il y a eu chez nous la question de l'externalisation de cette activité cœur de métier. Je vous l'ai dit, on est 160 collaborateurs, mais on a une DSI intégrée. Donc, comme on l'a vu, il a fallu passer sous les fourches codines de notre DSI. Mais à chaque fois qu'on envisage une nouvelle activité, un peu comme tout le monde, et comme ce qui se disait hier, c'est chez nous ou c'est dehors. Et comment est-ce qu'on envisage et comment est-ce qu'on arbitre sur ce qu'on doit conserver et ce qu'on peut, entre guillemets, déléguer, sous-traiter. En l'occurrence, notre DSI a commencé à nous dire « mais tout est possible, il n'y a pas de problème, on va l'internaliser ». Et c'est quand on a posé la question « quand » que là, tout d'un coup, ça fait pchit, parce que le quand ne coïncidait pas du tout avec les besoins de notre direction technique. Donc la raison pour laquelle on a choisi de sous-traiter, c'était que clairement, travailler avec Continuity dans les modalités qui étaient hyper simples pour nous, permettait une mise en place, voilà, on vient d'en parler, 3 mois après la première discussion. Deuxième difficulté ou axe de réflexion, c'est comment faire coïncider finalement les intérêts d'une start-up avec un investisseur institutionnel. Pourquoi ? Parce que les intérêts ne sont pas toujours convergents. Alors, ce n'est pas une start-up, un tout petit bébé qu'on est allé chercher. C'était une start-up qui était déjà montée avec un business très clair. Mais il n'en demeure pas moins que ça vient toucher à ce qu'évoquait Benoît tout à l'heure, le partage des données. Et ce partage des données sur la garantie immeuble, c'est notre richesse. Si on ne garde pas nos données, si on ne les protège pas, on sait très bien que demain, il peut se poser des questions. Donc, il a fallu contourner et périmétrer très clairement ce qu'on communiquait, quand et pourquoi, ce qu'on conservait. Donc, un contrat absolument passionnant, vous en doutez, mais qui a mérité de faire le prédécoupage de tous ces périmètres-là.
Et puis, un peu dans la même lignée, toujours d'un point de vue stratégique, c'est où poser le curseur du partenariat. Alors, est-ce qu'on pose le curseur de l'intelligence artificielle, comme on disait hier, à quelque chose de fiable qui vient enrichir la vision des collaborateurs, mais qui n'assiste pas à la décision ? Est-ce qu'on vient mettre en place des données, mais qui viennent directement orienter sur quel va être le tarif, à qui je peux le proposer, quelle option de garantie je peux intégrer, est-ce que je dois exclure ou bien est-ce que je dois intégrer de nouvelles garanties ? Ça a été un vrai sujet, parce qu'on en reparlera, je pense, largement dans le sentiment des collaborateurs. Chez SADA, on a un point de fierté très important qui est l'expertise. Et l'idée, c'était vraiment de montrer qu'on conservait notre âme, notamment vis-à-vis de nos clients, dans toutes les décisions de souscription. Donc ça, c'est d'un point de vue tactique et stratégique. D'un point de vue plus opérationnel, puisqu'on est là pour parler aussi de l'impact du quotidien de nos collaborateurs. Alors, est-ce que c'est une difficulté ? Non, c'est un chemin systématique quand on veut intégrer des nouvelles solutions, qu'elles soient internes ou externes, d'ailleurs, je ne vois pas beaucoup de différence. Ça nécessite une imprégnation et une acculturation au sujet. Et là, comme je vous le disais, alors s'ils étaient là, ils ne seraient pas contents, mais on a affaire un petit peu à une population de divas. C'est-à-dire les souscripteurs immeubles, c'est très très précieux pour eux ce qu'ils savent faire, c'est très précieux pour eux les critères sur lesquels ils s'appuient. On y reviendra tout à l'heure. Il y a des choses qui paraissent parfois non représentatives et qui vont chez eux générer une prise de décision qui nous échappe au commun des mortels. Donc cette population-là, on a pu les embarquer seulement en les écoutant et en allant très loin dans l'écoute de leurs besoins spécifiques pour être sûr qu'ils s'approprient la solution et qu'on les amène avec nous. Et ça, c'est passé d'une part par beaucoup d'échanges humains, parce que l'intelligence artificielle, ok, mais nos structures, de par leur taille et leur valeur, il y a eu beaucoup de rencontres. Il y a eu des ambassadeurs de part et d'autre qui sont venus dire moi, mon métier, c'est ça, ce que je te propose, c'est ça. Et puis, il y a eu cette période de test qui a permis aussi d'intégrer concrètement l'expérience pour permettre de passer le cap. Non, c'est vrai que pour compléter, je pense, d'un point de vue stratégique, on sait qu'on est un partenaire externe, donc on a pris dès l'origine de la société une position claire. On ne va pas traiter, on ne demande pas de données de tarification, de données de prime et de données de sinistre. Et donc c'est aussi pour ça qu'on est, en tout cas dans le positionnement, très clairement, on n'est pas sur ce qui va faire l'avantage compétitif des assureurs. Et après, pour embarquer les souscripteurs, ça se fait, il faut gagner la confiance. Moi, j'ai un associé technique qui adore dire que le produit, il n'a pas de jambes pour aller tout seul chez le client. Et donc, c'est un peu ça. On a, nous, un tiers de l'équipe qui fait de l'accompagnement au changement, de la formation. Donc, on est aussi allé... on a passé du temps, on est venu à Nîmes, à Paris, dans les différents bureaux où il y avait des souscripteurs, pour faire des sessions de formation, pour aussi expliquer, parfois, donnée par donnée, pourquoi nos données pouvaient être différentes que celles qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, et justifier que aussi ce qu'on apportait était de qualité et pouvait être fiable dans la prise de décision. Et donc voilà, donc la confiance, ça se gagne en parlant avec les experts. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant parler de l'impact que cette collaboration a pu avoir alors sur le quotidien des collaborateurs, parce que c'est le thème de la table ronde, mais aussi sur les assurés, sur les courtiers. Eux qui sont au plus près de la solution, au final, quels bénéfices ils ont perçus ? Alors, en préambule, je pense que c'est quand même important de parler aussi comme tu le disais, Luca, de l'apport de la solution vis-à-vis des clients finaux. Parce que si on a fait tout ça, évidemment, on aime beaucoup nos collaborateurs et on est content qu'ils travaillent mieux. Mais l'idée, c'était aussi d'aller jusqu'au but du business pour voir ce que ça donnait. Donc, pour être très rapide sur cette partie-là, qui n'est pas le cœur de l'échange, je vous l'ai dit, nos clients sont des courtiers, des administrateurs de biens. En fait, je pense qu'on peut récapituler en 2 mots les impacts, c'est clarté et crédibilité. C'est-à-dire à partir du moment où vous montrez au client final quels sont les supports de votre décision et vous tracez, vous communiquez les éléments concrets, exhaustifs pour les accompagner, quelque part, évidemment, c'est beaucoup plus un lien de confiance pour eux que de décréter unilatéralement que ce risque ne m'intéresse pas. Ce risque, il m'intéresse, mais comme il a ça et que c'est écrit là, alors je vais pouvoir vous proposer telle et telle solution. Évidemment, je passe sur l'aspect rapidité. On l'a évoqué tout à l'heure, quand on traite un dossier 3 fois plus rapidement, évidemment, on livre 3 fois plus rapidement au client, c'est une évidence. Le zoom important aujourd'hui, c'est le feedback des collaborateurs. Finalement, quel a été leurs impacts ?
Donc factuellement, pour reprendre avec des mots qui sont les miens, alors qu'avant, ils allaient collecter à droite et à gauche tout un tas d'informations sur des opérations à faible valeur ajoutée, aujourd'hui, ils ouvrent leur rapport Continuity et à l'intérieur, ils ont tous les éléments qui leur permettent de prendre une décision. Alors ces éléments, ils sont divers et variés. Ça peut être, est-ce que je suis à côté d'un site Céveso? Est-ce que je suis à côté d'une zone urbaine sensible, en zone d'inondation, en zone de sécheresse? Mais aussi, est-ce que les charges de la copropriété sont payées ou impayées? Est-ce qu'il y a des panneaux photovoltaïques? Il y a des photos? Donc des choses qui enrichissent énormément. Donc une fois que je vous ai dit ça, et puisque c'est le but de la table ronde, je lis bêtement ma fiche puisque j'ai récupéré des verbatims de l'équipe. Qu'est-ce qu'ils en pensent vraiment, les collaborateurs de SADA? Alors clairement, voilà exactement ce qu'il dit, j'ouvre les guillemets. Continuity nous donne une vision actualité et enrichie de notre risque. Connaître le risque est fondamental à toutes les étapes de la vie du contrat et Continuity nous donne ces informations. Alors, ce n'est pas des commerciaux qui parlent, ce sont des experts difficiles à convertir, donc les verbatims sont particulièrement illustrants. Et je trouve que ce qui est important de noter là-dedans, c'est que SADA Assurance, comme vous l'avez compris, on a une identité assez forte. On a conservé notre âme dans ce partenariat, on est resté qui nous sommes. Et j'en profite pour vous donner des tips qui m'ont été donnés par les souscripteurs quand ils ont commencé à utiliser la solution. Ils m'ont indiqué il y a des éléments qui paraissent pas parlants, mais nous, ça nous passionne parce que ça existe toujours. Comme par exemple de savoir s'il y a un restaurant au rez-de-chaussée de l'immeuble. Alors moi, ça ne me paraissait pas hyper important de savoir s'il y avait un restaurant au rez-de-chaussée de l'immeuble. Ça ne me paraissait pas de nature aggravante ou pas aggravante. Mais en fait, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de savoir quelle nature de restaurant, afin de savoir s'il y a un dégât des eaux, quels seront les impacts chiffrés. Parce qu'en fait, pour rien vous cacher, on a déjà assuré des immeubles à Paris où le restaurant de rez-de-chaussée était celui du Sénat. Et quand on a dû payer les dommages, évidemment, ce n'était pas la même chose que si on avait payé un McDo ou un Starbucks au rez-de-chaussée. De la même façon, je vous disais tout à l'heure, on a dans notre tableau les charges impayées de copropriété. Vous allez me dire, vous assurez les dégâts des eaux, les inondations. En fait, les charges impayées, en quoi ça vous regarde? Les charges impayées, ça nous regarde parce que c'est la température, le critère de bonne santé de la copropriété. Et quand une copropriété est en difficulté, elle va déclarer beaucoup plus de choses en sinistre qui n'en sont pas, puisque fatalement, les appels de charges ne sont pas payés, l'entretien n'est pas réalisé. Et donc, c'est un très bon curseur pour savoir si oui ou non, on peut être appelé pour des choses qui ne seront pas dues. Donc, pour résumer, l'impact sur les collaborateurs, parce qu'on les a particulièrement écoutés, aujourd'hui, porte son plein potentiel. C'est vrai que je pense que c'est le meilleur des retours. On se sent utile, on est utile parce qu'on est utilisé par des collaborateurs sur le terrain, parce qu'on les aide dans leur métier. Et c'est vrai que les feedbacks, et notamment, on en a quelques-uns qui sont même intervenus dans nos séminaires d'équipe pour faire des retours à l'équipe. Et voilà, c'est quand même le fort sentiment d'utilité de ne pas faire une initiative d'IA et de data qui reste potentiellement un peu éthérée sur des sujets pas très concrets. Là, on est vraiment dans le quotidien du métier. Et avec le recul que vous pouvez avoir un petit peu sur ce que vous avez mis en place, selon vous, quels ont été les facteurs clés de succès de la collaboration ? Alors, sur les facteurs clés de succès, je pense qu'il y a des ingrédients de recettes classiques, et puis il y a ceux qui ont un peu fait monter la mayonnaise entre Continuity et SADA. Sur la recette classique, je pense qu'il y a des compétences réciproques qui se sont rencontrées, et sur un point, comme vous l'avez compris, quand même extrêmement spécifique et vertical, qui ne s'invente pas, qui est l'exposition du risque immeuble. Sans vouloir vanter SADA, je pense qu'il y avait une grande clarté de l'expression des besoins. C'était mature parce qu'en fait, on l'avait tellement remâché qu'on avait besoin d'une solution. Donc, on était à même de dire ce dont on avait besoin. Et puis, dans la clé de succès principale pour moi, c'est la facilité de la mise en œuvre. Quand je vous parle de 6 mois tout à l'heure, avec 3 mois, une période test, sans vouloir dénigrer personne, quand on demande quelque chose en interne, on n'a pas ces délais de livraison-là, ni cette fluidité d'action. Donc là, on a senti que c'était vraiment très tourné vers les utilisateurs et que ça a été très simple. Après, qu'est-ce qui a fait monter la mayonnaise particulièrement en dehors de cette autoroute que je vous décris ? Très clairement, je pense que c'était laisser les souscripteurs exprimer spécifiquement leurs attentes et leurs points de fierté. On en a parlé hier, je le lis régulièrement. Des projets d'IA livrés, il y en a. Des projets d'IA utilisés, ce n'est pas toujours les mêmes périmètres et les mêmes montants ou la même chose.
Parce que très régulièrement, c'est ce qu'on disait aussi, la décision de mettre en place un tel projet, elle se fait au niveau top d'une entreprise. C'est descendu avec un effet wow en disant mais moi je veux ça pour ma boîte, c'est trop bien. Et finalement, quand on descend auprès des équipes, ça n'a pas été décliné et résultat, les gens ne l'utilisent pas. Chez SADA, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire on les a écoutés, accompagnés. Il y a eu des échanges, je vous ai parlé tout à l'heure des ambassadeurs, mais c'est vraiment pas symbolique, c'était vraiment important et chez nous et chez Continuity. Et puis on les a aussi, je pense que ça c'est, alors vous allez me dire, vous êtes des startups, vous le savez, pour vous c'est une évidence, mais les laisser s'approprier l'outil pendant la période test, ça a été clé, puisque évidemment ils y allaient un peu à reculons, et puis en voyant que finalement c'était simple et ça fonctionnait, ils en voulaient toujours plus, ça avançait, on les écoutait, donc ça les a beaucoup enthousiasmés, et ça leur a permis d'aller plus loin, à tel point qu'aujourd'hui je pense sincèrement qu'ils ne s'en passeraient plus, ou ils râleraient pour refaire les recherches qu'on faisait initialement. Donc la synthèse là-dessus, c'est vraiment de dire que l'intelligence artificielle ici, elle a été adoptée parce qu'elle vient, alors c'est un peu un lieu commun de le dire, mais augmenter la capacité de création de valeur de nos souscripteurs. Ce qu'ils pouvaient faire en 1 heure, aujourd'hui, ils le font en 10 minutes. Ça ne veut pas dire qu'ils réfléchissent plus, ça ne veut pas dire que c'est automatique non plus, mais ça veut dire que leur temps de cerveau disponible, il est affecté à faire des tâches qui rapportent de la création de valeur pour SADA et qui, pour eux, comptent aussi dans ce qu'ils réalisent. Et ça, je pense que c'est fondamental. Je pense que d'un point de vue, si je parle pour Continuity, on n'est pas Salesforce, on n'est pas Microsoft, et donc je remercie toujours. Il faut quand même du courage aussi pour accepter de travailler avec une entreprise qui est peut-être aussi plus petite, qui a moins d'historique. Et donc aussi merci pour ça. Nous, ce qu'on a eu, vous avez eu le courage de nous laisser aussi faire nos preuves. C'était mettre l'outil, le mettre dans la main des collaborateurs, et puis voir comment ça allait réagir. Et puis après, je trouve, c'était un peu le bon couple aussi, bienveillance et exigence. Parce que je peux vous montrer la liste de tout ce que les souscripteurs SADA voudraient qu'on rajoute dans l'outil. Donc on a de quoi faire pour au moins les 12-18 prochains mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces échanges. Avant de clôturer cette table ronde, est-ce que vous avez une actualité que vous souhaitez nous partager sur vos structures respectives ? Alors moi, ce n'est pas une actualité sur mes structures respectives, mais c'est une actualité de ma vision d'assureur, parce que je trouve qu'on n'en a pas beaucoup entendu finalement des assureurs au salon IN. Et en fait, j'ai 2 sujets à vous livrer dont je n'ai pas entendu parler. On a beaucoup parlé de risques environnementaux et on a parlé de risques cyber aussi. Et donc on dit que c'est bien de mettre les choses en place, que c'est nécessaire. Sachez que pour les assureurs que nous sommes, ça ne va pas être bien et nécessaire. Ça va être incontournable puisque nous avons des réglementations désormais qui vont s'imposer à nous, dont je vous passe les termes, mais en gros qui s'appellent durabilité et aussi DORA, pour ceux qui en ont entendu parler, qui vont être des points incontournables. Donc ce qui signifie que pour demain, on ne sera pas bien à faire de la RSE ou bien à faire la sécurité SI, on sera obligé. Et ça portera aussi, et je pense que c'est pour ça que c'est important de le dire ici, sur la relation qu'on aura avec les startups, puisque dès lors que vous serez considéré comme sous-traitant, vous devrez rentrer dans des obligations de sécurité qui seront incontournables pour qu'on travaille avec vous. Et ça, en fait, je vous le dis pour que vous puissiez le regarder dès maintenant avec des yeux attentifs et que vous ne débarquiez pas sur le thème, parce que c'est nos sujets actuels et je pense que par conséquent, ça sera potentiellement les vôtres demain. Voilà pour moi. Benoît, une actualité peut-être ? En termes d'actualité, ça reste une aventure collective, donc je suis aussi ravi. L'équipe est passée de 5 personnes à 30 personnes en 2 ans. On a des nouvelles recrues qui sont dans la salle, Salomé, William. Voilà, donc c'est aussi l'équipe grandit, a encore grandi fortement, rapidement, et puis du coup on espère aussi travailler avec de plus en plus de partenaires. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Sandrine, Benoît, pour avoir été avec nous aujourd'hui pour cette table ronde. Et puis si vous avez des questions dans le public, n'hésitez pas à aller les voir directement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.